Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi, bonsoir. Peu importe le moment auquel vous regardez votre émission d'information, bienvenue à cette deuxième émission des Infos TCBH. Cette semaine, on va diviser l'émission en deux parties, un peu comme la semaine dernière. En première partie de l'émission, on vous présente les reportages d'actualité et en seconde, la rétrospective de l'été 2022. On commence tout d'abord avec une entrevue avec Pierre-Luc Dubois du Rond-Point de Trois-Pistoles. Par la suite, on vous présente des images du Skate Fest qui ont eu lieu à Trois-Pistoles dans le cadre des festivités du 325e anniversaire. On vous présente des images d'un des pique-niques musicaux de Trois-Pistoles où on peut retrouver Frédéric Lagacé et Fabien Rioux. Par la suite, des images de l'épluchette de blé d'Inde au marché public des Basques, la bastringue d'automne de Saint-Jean-de-Dieu. Et à la fin de la première partie de l'émission, on vous présente une entrevue littéraire, Le monde paranormal d'Odile. En ce qui concerne la partie rétrospective, on est encore dans le mois de juin. On vous présente tout d'abord le dévoilement de la statue Fougue à Saint-Fabien, la course lumineuse de Trois-Pistoles, le départ des jeunes pour le grand défi Pierre Lavoie et l'ouverture du marché public des Basques. Mais avant tout ça, générique. On commence tout d'abord avec une entrevue que j'ai pu avoir avec Pierre-Luc Dubois du Rond-Point de Trois-Pistoles. Aujourd'hui à l'émission, on va visiter un lieu accessible où des gens de divers horizons peuvent faire des rencontres et le tout gratuitement. On rencontre Pierre-Luc Dubois qui s'occupe du Rond-Point à Trois-Pistoles. Je m'appelle Pierre-Luc Dubois, puis je suis chargé de projet pour le développement du tiers-lieu à Trois-Pistoles, qui s'appelle le Rond-Point. Le Rond-Point, c'est le nom qu'on a donné au tiers-lieu. Puis un tiers-lieu, en fait, ça se trouve à être cette idée-là, dans le fond, entre la maison et le travail. Dans le fond, on offre le côté pratique du travail, puis le confort qu'on a à la maison. Avec des divans, puis les jeux de société, on a des tables, puis dans le fond, on a le côté, justement, la petite cuisine d'appoint. Puis le côté du travail avec de l'accès du matériel, accès à un ordinateur, on a accès au Wi-Fi. J'ai été intrigué par l'origine d'un tel projet. Donc, j'ai demandé à Pierre-Luc d'où est-ce que ça venait le projet du Rond-Point. Ça fait plusieurs années qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait là-dessus. Dans le fond, par rapport à des manques qu'on a dans le communautaire. Là, en ce moment, c'est la première phase de développement, avec moi qui le dirige, en fait. Mais oui, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des enquêtes, des sondages, en fait, à travers divers organismes communautaires, à travers les citoyens, pour savoir comment le faire, dans le fond, ça va être quoi les besoins, puis comment réussir à répondre à ces besoins-là. Puis là, c'est la première phase qu'on a trouvée avec le Cheval Noir, qui est notre partenaire, puis dans le fond, on est situé ici jusqu'à l'été prochain. En écoutant Pierre-Luc parler, je me suis interrogé sur son rôle dans l'organisation. Eh bien, voici ce qu'il nous répond. C'est d'organiser l'espace, d'être sensible aux volontés des gens, de diffuser cette idée-là d'un lieu qui est accessible à tout le monde. Et dans le fond, que s'il y a des gens qui cherchent des locaux pour pouvoir faire des choses dans le communautaire, pour pouvoir faire des ateliers de partage de savoir,
qui cherchent des locaux justement avec un accès à la gratuité, parce que dans le fond, on a quand même la grande mission aussi qui était derrière. C'est que dans le fond, il y a quand même une certaine précarité financière dans les Basques et que d'avoir une vie sociale, elle a un coût. Que dans le fond, que juste d'aller dans un café, que juste de ne pas être chez soi. Que si tu vas dans un café, ça va te coûter 5 $ pour ton café, pour aller rencontrer des gens. Que peu importe où tu sortes dehors, ça va toujours te demander de l'argent. Puis là, le but, c'est d'avoir un espace comme ça qui va être hors de ta maison, qui va offrir un peu les mêmes choses et plus, qui soit accessible, en fait, peu importe ta situation financière. Vous vous demandez peut-être qui sont les gens qui ont accès au rond-point. Eh bien, voici la réponse de Pierre-Luc. Tout le monde peut se présenter, peu importe. On n'a pas de barème d'âge non plus. Fait qu'on est ouvert aussi aux enfants qui ne sont pas qui sont laissés avec surveillance. On n'est pas une garderie non plus. Puis tous les mineurs peuvent venir, mais ils doivent être accompagnés d'un adulte aussi. Mais oui, on est ouvert toujours à tout le monde. Dans le fond, on est ouvert aux citoyens, justement pour que les gens viennent nous voir, mais on était aussi une autre plateforme aussi pour d'autres organismes communautaires, pour des rencontres, pour de la planification. Dans le fond, c'est ça. On peut être ouvert aux petits groupes autant qu'aux citoyens individuels. Et la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'avoir une activité ici puis d'empêcher les autres de pouvoir rentrer. Il y a toujours quand même une certaine autonomie puis une certaine gestion de l'espace qui doit être faite par les gens. Puis on est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite. On a une rampe d'accès puis des toilettes adaptées également. Contrairement justement à des organismes communautaires où est-ce qu'ils ont toute leur niche un peu d'expertise, nous, dans le fond, on s'adresse vraiment à tout le monde. Dans la mesure que ça peut être justement comme pour de la santé mentale ou de la vieillesse ou justement n'importe quelle autre espèce de problèmes sociaux qu'on peut avoir. Moi, dans le fond, je suis un peu dans l'alternative, où est-ce que les gens peuvent se présenter entre eux sans parler de diagnostic. Puis dans le fond, j'offre un lieu aussi pour avoir une mixité intergénérationnelle. Justement, que je veux autant des... C'est pas parce que c'est gratuit. Dans le fond, j'ai déjà eu un peu ce jugement-là, où est-ce que, ça va être du café gratuit, puis moi, je travaille, puis j'ai de l'argent, fait que je suis capable de me payer un café. Alors que, justement, moi, je veux offrir un lieu où est-ce que des gens de tous ces horizons-là peuvent se rencontrer. Fait que autant, justement, de la pauvreté que des travailleurs autonomes, que des gens riches, que des gens pauvres, que des gens qui ont 20 ans, autant que 80 puissent rentrer en contact ensemble. Dans le fond, dans le but de renforcer les liens sociaux. Le Cheval Noir de Trois-Pistoles, dirigé par Kim Normandin, est sans aucun doute un des partenaires majeurs du Rond-Point. Je me suis interrogé, donc j'ai demandé à Pierre-Luc pourquoi est-ce que le Cheval Noir leur donnait accès à leurs locaux. Le fait que le Rond-Point soit dans les locaux du Cheval Noir, ça fait partie, je pense, de la vision de Kim aussi, de son auberge, de son travail passé avec l'Éveil des Basques. En fait, ça fait juste partie de son local communautaire, de son lieu, en fait, même de son milieu de vie. Mais dans le fond, avec son auberge, avec un accès, dans son auberge de jeunesse, avec un accès un peu pour tous, avec sa boutique dans laquelle je suis en ce moment, avec tout son côté communautaire, puis dans le fond, de commerce local. Puis avec l'intégration d'un tiers-lieu à même le building, ça fait partie justement dans le fond, d'un tout. Puis avec la géographie de la chose aussi, dans le fond, on ne peut pas être mieux situé non plus à Trois-Pistoles. Fait qu'il y a quand même beaucoup de mouvances, des gens qui vont arrêter comme 5 minutes, puis il y en a d'autres qui vont arrêter pendant 2 heures. Puis il y en a qui veulent arrêter 5 minutes, mais qui finalement, ils vont passer la journée ici. Parce que tu sais jamais vraiment sur quoi tu vas tomber quand tu arrives ici. Tu vas peut-être être tout seul, mais tu vas peut-être rencontrer d'autres personnes, tu vas avoir des amis, puis tu vas t'intégrer. C'est ça. Ça fait partie un peu des charmes de la chose aussi, où est-ce qu'il faut passer pour le voir. Bien entendu, les gens ne peuvent pas se déplacer à toute heure du jour ou de la nuit au Rond-Point, c'est bien certain. Il y a des horaires, et voici ce que Pierre-Luc nous en dit. Mon horaire d'automne qui est valide à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'à l'hiver, qui va être les lundis de 14h à 19h, les mardis de midi à 17h, les mercredis de midi à 20h et les jeudis de midi à 17h aussi. Et à tous les mercredis jusqu'à l'hiver, en fait, on va faire des feux de joie aussi, accessibles à tout le monde également. Mis à part l'espace et le mobilier, je me suis interrogé sur ce que le Rond-Point offrait aux gens qui s'y déplaçaient. On a du matériel, dans le fond, on a une bibliothèque qui commence à être assez bien garnie. On a du matériel d'art aussi qui peut être utilisé par les gens. On a accès à plusieurs jeux de société. On a du café, du thé, on a un petit peu de nourriture.
Lors de notre rencontre, lorsque Pierre-Luc me parlait de la bibliothèque et des jeux de société, je me suis demandé si les gens pouvaient contribuer de façon matérielle au rond-point, apporter des vieux jeux de société, apporter des livres qu'ils ne lisent plus. Donc, je lui ai posé la question. Ça serait de rentrer en communication avec moi directement pour voir en fait les offres qui peuvent être faites, puis on peut en parler ensemble en fait. Mais oui, on est ouvert à recevoir des dons tant dans le mobilier que pour la nourriture avec le café puis le thé, que dans du matériel d'art, que des jeux de société. On parle de contribution. Eh bien, Pierre-Luc avait un appel à tous à faire. S'il y a des gens qui sont bons dans un certain domaine, qui voudraient faire des ateliers de partage de savoir avec des gens, peuvent me contacter également, parce que moi, je peux prêter le local à des fins comme ça. Fait que je suis vraiment un facilitateur communautaire dans cette mesure-là, où est-ce que je vais répondre aux besoins des gens qui vont me demander des choses, puis de les aider à construire, en fait, un événement, puis de donner un espace, puis des possibilités de le faire. C'est un beau projet en construction. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à vous. À présent, on s'en va voir des images que Luc a pu aller chercher au Skatefest de Trois-Pistoles qui avait lieu dans le cadre des activités du 325e anniversaire de la ville. À présent, je vous présente des images que Ghislain a pu aller chercher dans le parc de l'église de Trois-Pistoles lors des pique-niques musicaux. On peut entendre justement Frédéric Lagacé et Fabien Rio. Tellement rare que tu prends tout le guts de tenter le moindre changement. La patente tombe devant ton âme est blanche.
défend. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I left my baby and it feels so bad. Guess my race is run. She's the best girl that I ever had. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I lost my girl and I lost my fun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I left my baby and it feels so bad. Guess my race is run. She's the best girl that I ever had. I fought the law and the law won. I fought the law and the On est rendu au moment où on vous présente des images de l'épluchette de blé d'Inde du marché public des Basques.
Le mois de septembre souligne la bastringue d'automne de Saint-Jean-de-Dieu et Ghislain est allé chercher des images pour vous. Garçon, il a la même âge que toi. Ah, c'est vrai que elle est faite plus délicate. Des 25e percentile dans la grandeur. Oh, OK. Moi, les deux, c'est ça, sont les 90. Il y a le fil, là, je pense que... Philippe Veilleux ici au micro pour le comité organisateur de la deuxième édition de la bastringue d'automne à Saint-Jean-de-Dieu 2022. Merci. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. On voulait vous remercier tout le monde d'être là aujourd'hui, nombreux, malgré la pluie aujourd'hui, très intensive. Il n'y a pas de problème, on a une belle journée, il vente un peu, mais ça nous garde au frais. Il y a un peu de poussière, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, la bastringue, on a énormément de plaisir et d'activités qui s'en viennent pour vous. On a, si on fait un petit tour aujourd'hui, on a le caveau des Troupes-Stoll qui est là, qu'on remercie énormément, qui va vous servir des bonnes bières fraîches du caveau, microbrasserie excellente de Troupes-Stoll. On a, comme vous savez, les hot dogs, les bédaines qui sont là jusqu'à environ 3h30, 3h30, 4h. Il y a le CAF qui est là, qui vend des viennoiseries, du café. Et on a, à 2h, à 14h, on a le spectacle d'Atchoum, mesdames et messieurs, une vedette qui va être dans la grange, en haut, dans le Fénil, la grange d'Auteuil, à 14h. Vous pouvez quand même y aller à partir de 13h30, il y a une table de produits d'Atchoum qui va être là. Et c'est commandité par la pharmacie Dominique Beaumont de Saint-Jean-de-Dieu, qu'on remercie énormément. D'ici là, vous pouvez toujours faire des tours de carriole, mesdames et messieurs, avec Ghislain et son équipe. Ça se trouve à être à ma droite. Et c'est gratuit, donc amusez-vous, il y a des tours de carriole jusqu'à environ 3h ou 4h. Ensuite, on a la petite mini-ferme qui est là. Donc, la deuxième porte que vous voyez, c'est là que ça se passe. Il y a des animaux qui sont là. Ils vous attendent. Ils sont très gentils. Si on poursuit la journée, il va y avoir une démonstration de M. Raymond d'Auteuil, le propriétaire du site ici, qui va se reprendre une deuxième année à vous faire une activité d'écrémage, une démonstration d'écrémage. Mais cette fois-là, il va être surélevé. Il va être sur un trailer, sur le tracteur qui se trouve juste là. Ça va se passer vers environ 2h, 2h15, 2h30. Et pendant le spectacle d'Atchoum, suite au spectacle d'Atchoum, pour ceux qui vont y aller, on a la chance d'avoir le groupe de musique traditionnel La Queue du Loup, mesdames et messieurs, qui reviennent pour une deuxième année consécutive. Et ça va être l'occasion de danser, mesdames et messieurs, et de vous laisser aller et de vider la barre, comme on dit. Suite à ça, écoutez les amis, vers 17h30, pour ceux qui ont leur billet, parce qu'on a des places limitées malheureusement, mais c'est le méchoui qui va être dans le grand chapiteau à partir de 17h30. On va commencer tranquillement à rentrer et à faire le service vers autour de 6h moins quart, 6h. Et il va y avoir le groupe de musique Junior Vintage qui va être là pendant le souper jusqu'à 20h. Et on termine la soirée, mesdames et messieurs, avec Marc-André Fortin, le conteur, un excellent conteur, qui va être dans le Fénil de la Grange d'Auteuil à 8h30 ce soir, 20h30.
Et c'est au coût de 12 $. Les billets vont être en entrée ce soir à partir de 8 h, à partir de 20 h. Donc, Marc-André Fortin, compteur ce soir, à ne pas manquer, dans la grange d'Auteuil, de 20h30 à 22h. Donc, on remercie nos bénévoles, nos partenaires. On a Raymond d'Auteuil, Jeanne d'Arc d'Auteuil, les propriétaires du site, avec André et Jean d'Auteuil aussi, qu'on remercie énormément. On a Damien Sirois des loisirs, on a Monique d'Auteuil, Sylvie d'Auteuil, Jean-Pierre Savard, Françoise Desjardins. On a Mélanie Paquette et plusieurs autres bénévoles avec nous aujourd'hui. Et nos partenaires financiers cette année, on a la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu qu'on remercie énormément. On a la SADC des Basques, la MRC, la Caisse des Jardins des Basques. On a JCO Malenfant, couvreur ferblantier, qui nous commandite une bonne partie pour le chapiteau du Michoui, qu'on remercie énormément, JCO Malenfant. Air Ouellet Équipement de ferme, qui est un commanditaire pour le compteur ce soir. Et on a la pharmacie Dominique Beaumont, qui commandite le spectacle d'Atchoum. Donc, voilà. On a aussi les entreprises Jean d'Auteuil, Alimentation Jean-Yves Belzile, Charbon de Bois-des-Basques, M. Guy Rousseau, Camillien Charon, les conteneurs Bedeau, le CAF qui est là, le carreau de Trois-Pistoles qu'on remercie et les compagnons du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Donc, on vous souhaite une agréable journée. Amusez-vous bien, profitez-en bien et on se revoit plus tard. Merci. On termine cette première partie d'émission en vous présentant un reportage littéraire. On s'en va découvrir le monde paranormal d'Odile. Si je vous dis paranormal et littérature, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on part à la découverte du monde paranormal d'Odile avec nul autre que l'auteur du livre, Madame Ariane Charland. Bonjour, Madame Charland. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui, ben oui. Tout d'abord, pour mettre les auditeurs en contexte, qui est Odile? Parlez-nous d'elle un peu. Odile, c'est une fille de 14 ans qui a un don. Elle voit les fantômes. En fait, elle voit juste un fantôme, celui de Wendy, qui est une fille d'à peu près son âge, qui est morte il y a 300 ans environ. Wendy lui dit qu'elle est une médium, vu qu'elle peut voir les fantômes, puis qu'elle a des fois comme des pressentiments, mais Odile a beaucoup de difficultés à accepter ce mot-là. Mais c'est ça, à un moment donné, elle n'aura pas vraiment le choix de se rendre compte qu'elle est effectivement une médium. Et qu'est-ce qui se passe dans son monde paranormal? C'est ça, c'est qu'Odile, dans son ancienne école, parce que quand on voit les fantômes, des fois, les gens ont l'impression qu'on se parle toute seule. Donc, elle se fait beaucoup intimider à son ancienne école. Fait que là, elle change d'école pour sa 3e secondaire. Puis là, elle a vraiment l'intention de se faire des vrais amis en chair et en os. Puis après quelques péripéties, ça finit par marcher. Il y a Marie-Charlotte que tout le monde traite de sorcière à l'école, qui la prend sous son aile. Puis elle l'invite même à la fête d'anniversaire de sa cousine. Puis là, à cette soirée-là, ils vont se promener dans le cimetière. Et là, par mégarde, elles vont invoquer un fantôme qui est, disons, moins gentil que Wendy, un fantôme maléfique qui va chercher, c'est ça, à leur faire du mal. Puis là, il va falloir qu'elle combatte ce fantôme-là.
Je suis curieux, d'où est-ce que ça vous est venu, l'idée d'un tel scénario, d'une telle histoire? Ça m'est venu d'où? Ben, l'idée d'une fille qui voit les fantômes, ça m'est venu à un moment donné quand je marchais dans la rue, là, sur le trottoir. Il y avait comme un genre de reflet, je sais pas, là, le soleil qui passait à travers, je sais pas, une vitre, j'imagine, ou un miroir, je sais pas, qui faisait un genre de reflet sur le trottoir. Puis je me suis dit, ça serait tellement cool si c'était un fantôme qui faisait comme cet effet-là. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée, c'est ça, d'une fille qui a un ami fantôme. Fait que c'est vraiment ça, comme le point de départ du livre, là. Je voulais écrire à propos d'une adolescente qui a une amie fantôme. Fait que c'est ça. Est-ce que cette histoire-là a été inspirée d'une histoire paranormale vécue par vous-même? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai aucune expérience avec les fantômes. C'est totalement fictif. J'ai pu lire que vous avez un bac en traduction. L'écriture d'un roman, bac en traduction, ça vous est venu comment là, de vous mettre à l'écriture comme ça? Ça m'est venu. Ben, en fait, j'ai toujours aimé écrire. Tu sais, j'ai étudié au cégep en lettres. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé écrire, mais à un moment donné, je sais pas, quand il est venu le temps d'aller à l'université, je me suis dirigée vers quelque chose, je sais pas, d'un peu plus stable, disons, comme emploi. Mais là, après quelques années en traduction, ça me manquait beaucoup d'écrire. Fait que là, à un moment donné, j'ai eu une idée de roman, puis j'ai commencé à l'écrire un peu à temps perdu au début. Puis à un moment donné, ben, mon amoureux a eu un contrat en France, puis je l'ai suivi là-bas. Puis là, je sais pas, ça fait 10-15 ans, là, plus 15 ans. Fait que dans ce temps-là, Internet était moins bon. Fait qu'on avait de la difficulté avec la connexion Internet. Fait que j'ai pas pu travailler en traduction pendant un moment. Fait que, c'est ça. Fait que là, je me suis mis plus sérieusement à l'écriture de mon roman qui a donné finalement ma première série, là, à Inaco, qui est publiée aux mêmes éditions Michel Quintin. C'est ça. Le monde paranormal d'Odile est publié aux éditions Michel Quintin. Comment est-ce que ça vous est venu d'aller vers cette maison d'édition-là? Ben, en fait, tu sais, quand j'ai été prête à envoyer mon premier manuscrit, j'ai regardé là, tu sais, j'avais pas de contact là, dans le milieu de l'édition, fait que j'ai vraiment regardé sur Internet là, les maisons d'édition qui publiaient des livres qui étaient dans le même genre que ce que j'avais écrit. Puis c'est ça, Michel Quintin, c'était dans celle qui m'intéressait le plus là, parce que ben, c'est ça, je trouvais que leur couverture était tout le temps belle, puis les livres étaient intéressants, puis tout ça. Fait que je leur ai envoyé mon manuscrit, puis ils l'ont accepté. Pour ceux et celles qui connaissent déjà vos autres ouvrages, vous avez mentionné à Inaco, il y a aussi La double vie de Rosalie. Est-ce que avec le monde paranormal d'Odile, on est à peu près dans le même genre d'univers ou on va totalement ailleurs? Euh, c'est un peu dans le même genre, dans le sens que c'est comme fantastique, parce qu'après avoir écrit à Inaco, je suis plus allée dans les romans réalistes. J'ai écrit des romans dans la collection Tabou aussi, qui est pour adolescents aux éditions de Mortagne, pour adolescents plus vieux. Puis j'ai écrit La double vie de Rosalie, qui est aux éditions Michel Quintin aussi, puis qui est c'est réaliste aussi. Là. Il y a un côté comme polar, il y a une enquête, c'est ça, mais c'est réaliste. Là. Il n'y a pas de surnaturel. Puis là, ben, pour cette nouvelle série-là, j'avais envie de retourner un peu, je sais pas, à mes premières amours avec le fantastique, mais sans garder un côté réaliste aussi, là, parce que ça se passe dans le vrai monde, mais c'est ça, avec une petite twist surnaturelle. Là. Pour écrire une histoire comme celle-là, est-ce que vous êtes vous-même fan d'histoires paranormales? Oui, oui, j'aime ça. Oui, 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 j'aime ça. J'aime ça écouter des séries, c'est ça, paranormales, des choses comme ça, là. Oui, j'aime ça.
ouais, je consomme beaucoup de littérature et de télévision, cinéma fantastique, paranormal. Là, ouais. Et est-ce que ces œuvres littéraires ou même cinématographiques, est-ce que ça vous inspire? Oui, des fois on essaye, c'est difficile, tu sais, de pas, parce que, tu sais, on veut pas, tu sais, copier un univers, là, bien sûr, mais c'est sûr que, tu sais, oui, toutes les choses, tu sais, tous les livres, toutes les séries que j'écoute, c'est sûr que ça m'inspire, puis ça finit par se mêler, c'est ça, avec ma propre imagination. J'ai pu lire que vous aviez 1001 idées d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces idées-là? Ben là, pour l'instant, je me concentre sur Odile. Ça va être 3 tomes. Fait que là, je suis en train d'écrire le tome 2. Mais ça fait que pour l'instant, c'est ça. Mais oui, il y a tout le temps des idées qui tournent en arrière. Puis c'est ça, qui vont finir. Une fois que je vais avoir fini ça, je vais pouvoir me consacrer à d'autres choses. Là. Mais oui, il y en a toujours qui veulent, qui lèvent la main en arrière, là, qui veulent se faire entendre. Là, ouais. Elle veut tout être choisie? Ouais, ouais. Le livre est paru le 1er septembre dernier. Est-ce que vous avez eu des retours depuis là, de certains lecteurs? Oui, il y a quelques lecteurs qui m'ont écrit, c'est ça, blogueuses ouais, qui m'ont écrit, là, puis c'est ça, pour dire qu'ils avaient aimé ça. Là. À date, j'ai pas eu de commentaires négatifs, peut-être que les gens ont juste pas osé, mais oui, à date, ouais, j'ai des bons commentaires, fait que ça m'inspire pour la suite. Là, ouais. Où est-ce que les gens peuvent se procurer Le Monde paranormal d'Odile? Dans pas mal toutes les librairies. Si jamais, tu sais, votre librairie habituelle l'a pas, juste demander au libraire, puis il va pouvoir le commander, là. Mais sinon, c'est ça, il est dans les grandes librairies, puis c'est ça, des fois les plus petites, il faut le commander, là, mais il devrait être partout. Ariane Charland, auteure du livre Le Monde paranormal d'Odile, merci beaucoup pour cette entrevue qui nous en a appris un peu plus sur vous, puis aussi sur votre livre. Merci. Mais merci à vous, c'était un plaisir. On prend une pause publicitaire et au retour, on vous présente la partie rétrospective de notre émission. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. Vous prenez soin d'une personne de votre entourage à temps plein? Vous aimeriez avoir un moment de repos? Le Capable dispose maintenant d'un endroit chaleureux pour accueillir votre personne aidée pendant quelques heures ou quelques jours. L'appartement est situé à l'intérieur de la résidence Montchez-nous de Saint-Éloi et les coûts sont de 25 $ par jour, incluant les 3 repas et l'assistance d'une préposée qualifiée du Capable durant toute la durée du séjour. Pour en savoir plus, composez le 88 851 4040. À la fin de l'année 2021, on vous a présenté un reportage d'un projet inusité qui se passerait à Saint-Fabien. Eh bien, aujourd'hui, on vous présente le dévoilement de cette statue. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux Écuries du Pont-d'Or. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui pour fêter avec nous la Journée du cheval. Donc, on va inaugurer notre super sculpture et je vais passer la parole à Daniel Casey et ensuite à mon père André Duprat, qui est le fondateur de ce beau projet Musée du cheval. Bonjour tout le monde, je me présente, Daniel Casey, conseiller municipal pour la municipalité de Saint-Fabien, district numéro 1. C'est-à-dire ici même. Alors, bienvenue à cette journée du cheval. Fait que Sandrine m'a demandé de donner un petit mot. Ce que je pourrais parler de Saint-Fabien, c'est une municipalité qui a toujours été axée quand même sur les activités équestres. On parle, je vais faire un lien avec le ranch CR qui a existé pendant de nombreuses années côté ouest du village, propriété de Carole Leroy.
Feu Carole. Alors maintenant, Sandrine est revenue, est arrivée à Saint-Fabien avec son projet d'écurie du Pont d'Or. Très beau projet en croissance, alors je vous invite à le découvrir. Maintenant, je pourrais passer la parole à M. Duprat pour l'inauguration de cette sculpture et de son projet. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureux que vous soyez venus, que vous acceptiez l'invitation du dévoilement de la sculpture qui a pour nom Fougue. Vous allez voir c'est quoi comme sculpture, qui a été faite par un artiste de Saint-Jean-Port-Joli, qui est Denis Lepelle, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Peut-être je peux vous, avant de vous parler, de vous dire que d'où m'est venue l'idée. Je suis très ému parce que je n'aurais jamais pensé être ici aujourd'hui, inaugurer l'emblème d'un musée. Je vous résume ça un peu, qu'est-ce qui s'est passé comme histoire. On était en France, Hélène, Sandrine et moi, on visitait le château de Chantilly. On a mangé une crème chantilly avant, ça va de soi, parce qu'on ne peut pas visiter Chantilly si on n'a pas mangé une crème. Et là, il y a un musée extraordinaire, qui est le plus grand musée du cheval en France. S'il y a le Louvre à Paris, il y a le musée de Chantilly au niveau du cheval. Et là, en visitant le musée, j'ai entendu une voix. Une voix qui dit « André, André, vas-y, je veux un musée à Saint-Fabien. » Alors, dans l'avion, en revenant, je me suis dit « Oh là 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 là. » Donc, écoutez, j'ai dit « OK. » J'ai commencé à collectionner, à cause de Sandrine, certains objets pour le musée. Et lorsque j'ai vu le cheval annoncé sur Kijiji, je fais le visiter Kijiji, j'ai vu ce cheval-là, j'ai dit c'est ça qu'il me faut. Et donc, j'ai pu l'acheter. Et immédiatement, je vous remercie les gens qui m'ont aidé d'abord à amener le cheval ici. Il y a Francis, JP, Virginie, Sandrine, n'as-tu d'autres? Je m'excuse si j'en ai oublié. Tout le monde qui a aidé, Vicky qui nous a dit qu'il faut la placer dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Écoutez, donc merci au design extérieur. Donc, écoutez, mon projet, c'est quoi? C'est que je l'ai présenté à la télévision communautaire. On va le mettre peut-être sur mon site Internet. C'est le fait que moi, je trouve que le cheval joue un rôle important, a joué un rôle important dans l'histoire. Il faut faire l'histoire du cheval. C'est un animal extraordinaire qui symbolise la puissance, la vitesse, la vigueur. Fougue, c'est ça. Fougue, c'est la puissance. Il y a les deux pattes levées. Donc, il est en train de braquer. Donc, ça fait quoi? Moi, comme symbole, ça veut dire quoi? C'est effectivement la puissance, la liberté aussi. Mais aussi, ça représente quoi? Un cheval avec les pattes levées aussi, ça protège. Donc, moi, comme symbole, c'est que ça va nous protéger du malheur, du danger, même si on a eu des petits accidents un matin. Je remercie, entre autres, Daisy Côté, notre peintre artiste maison, qui a accepté, qui est natif de Saint-Fabien. Il restait là, à quelques pissenlits d'ici, pas loin là. Il y avait une maison semblable. Merci aussi à sa gentille compagne, Denise. Je suis très heureux de débuter le projet de musée qui va s'intéresser à faire l'histoire du passé du cheval et aussi son avenir, puis aussi le représenter dans les arts. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Daisy Côté de venir faire une petite exposition sur le cheval de trait. C'est pas facile de trouver des artistes qui s'intéressent aux chevaux. J'en découvre de plus en plus. Et je pense que, c'est sûr que je vais
essayer de travailler. C'est un projet pas individuel. Je veux que ça devienne un projet collectif, où ce que veut dire les personnes de Saint-Fabien et aussi du Bas-Saint-Laurent seront invités à y participer à ce projet-là. Allez, prêt? On y va. Allez, va. On va tirer vers moi. Allez, vas-y. La course lumineuse de 3 pistoles est un classique. Eh bien, Luc, notre reporter, est allé chercher des images pour vous. Un, deux. Hey, on me redemande à nouveau quel est le parcours. Le parcours, dans le fond, du premier kilomètre. On part d'ici, on tourne à rue Roy, jusqu'à l'avenue du Parc, c'est-à-dire. On prend la rue Roy, rue Martel, rue Langlais, donc tout près de l'école italienne. On revient rue de la Fabrique ici. Premier kilomètre. Donc vous avez le choix, marche ou course. Pour le 2,5 km, on prend ici la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Chanois de Côté. On tourne après ça rue Roy, jusqu'au bout à la rue Jean-Rioux. On bifurque après ça rue Martel, rue Langlais, et on revient ici. 2,5 km. Si vous voulez le faire le 5 km, on le fait une deuxième fois pour 5 km. Les participants du défi Pierre-Lavoie, évidemment, je vous demande de rester ici. On va rester ici un peu pour les festivités du 325e. Êtes-vous assez réchauffé? Oui! Ça va pas crier fort, je pense que vous êtes pas essoufflé. Merci d'être là. C'est officiellement la première activité pour le 325e de 3 pistoles. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis en plus, on va vous voir partout dans la rue. C'est fort. Fait que c'est le temps de lancer la course. Tout le monde est prêt? Mélanie, est-tu prête? OK. En 3, 2, 1... La course lumineuse, c'était un prémisse au grand défi Pierre-Lavoie. Eh bien, Luc s'est déplacé également au départ des jeunes pour le grand défi Pierre-Lavoie.
Comme dernier reportage de l'émission, on vous présente, sous une musique festive, l'ouverture du marché public des Basques. Oui, bonjour, moi c'est Louise Gilbert, je suis chargée de projet à l'organisme des bassins versants du nord-est du bassin Laurent. Donc on est un organisme mandaté par le gouvernement, puis on coordonne et planifie une gestion intégrée de l'eau sur notre territoire. Et donc notre territoire, ça comprend les bassins versants de la rivière Trois-Pistoles, Métis, Rimouski, Matane, donc des Basques jusqu'à la Matanie. Puis c'est ça, en concertation avec les acteurs de l'eau, on travaille pour avoir une eau de bonne qualité et en quantité suffisante sur le territoire. Donc on a plusieurs projets là, de caractérisation de cours d'eau. On travaille aussi sur les espèces exotiques envahissantes. Puis on est là aujourd'hui au marché des Basques, public des Basques, dans le cadre de Juin au mois de l'eau. Donc pendant tout le mois de juin, on a organisé des activités en lien avec l'eau à Rimouski puis dans tout le bassin Laurent. Puis on est ici pour parler des espèces exotiques envahissantes, pour sensibiliser la population à les identifier, puis à nous envoyer des mentions si jamais ils en voient, à la santé des cours d'eau, les cyanobactéries, le phosphore dans les lacs par exemple aussi. Voilà. Alors bonjour, voici le fabuleux marché encore cette année. On est ouvert jusqu'au 9 octobre, tous les dimanches de 10h à 15h. Le marché public est très fier là, de pouvoir exister ici dans l'entrée du caveau, grâce à la MRC des Basques et à la ville de Trois-Pistoles. Donc, merci à tout le monde d'être passé cette année encore en si grand nombre et à toutes les exposantes et exposants aussi d'être aussi fidèles à Trois-Pistoles au marché public des Basques. Merci, à la saison prochaine. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on est allé dénicher pour vous et les reportages de rétrospective. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.